Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Le 24 février dernier, je vous présentais la problématique environnementale à laquelle nous avons à faire face et mon avis sur la question. Deux éléments sont aujourd'hui problématiques: comment produire l'énergie de manière plus durable et comment préserver les ressources en matériaux pour assurer la transition énergétique dans de bonnes conditions. Il existe tant de composantes et de contraintes qu'il est compliqué pour le citoyen que nous sommes de faire des choix qui aillent dans le bon sens pour laisser à nos enfants un monde vivable et agréable. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma vision de ce qui devrait être la voiture de demain, mais aussi le futur de mon parc automobile personnel. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. En tant que citoyen, nous pouvons voter, mais cela n'a pas de réel impact puisque les intérêts économiques derrière nos politiques sont toujours les mêmes. Choisir ce que l'on consomme, par contre, a un énorme impact sur qui dispose de l'argent nécessaire pour diriger le monde. Et ça, c'est un pouvoir immense. Dans le cadre de la mobilité, la voiture électrique a deux atouts. Premièrement, elle est plus économe en énergie que tous les autres modes de propulsion. Et deuxièmement, elle utilise moins de ressources à perte. À la production, les voitures actuelles, qu'elles soient électriques ou thermiques, sont très énergivores et gourmandes en métaux. Mais on peut se fournir à partir de deux sources: le recyclage de toutes les autos mises au rebut et la production de nouveaux métaux. Certes, la voiture thermique demande moins de matériaux et se recycle aussi, mais elle est terriblement gourmande en énergie et celle-ci provient d'une source non renouvelable et polluante, le pétrole. Pour l'ensemble de son cycle de vie, une voiture électrique aurait économisé énormément de ressources et mis à la disposition de la prochaine génération de voitures plus de matériaux issus du recyclage que la voiture thermique. Si vous voulez plus d'informations sur ce que je viens de vous dire, allez voir ma vidéo de la semaine dernière, ainsi que les sources en description de celle-ci. Si on en est là avec nos technologies actuelles, alors que dire de ce qu'il est possible de faire avec les développements futurs? Eh bien, on commence à découvrir les contours de ce qui est possible de faire mieux qu'aujourd'hui, et c'est du côté de la voiture solaire qu'il faut regarder. Pour bien comprendre mon propos, il faut regarder le tableau général. En 2023, nombre de constructeurs proposent des véhicules électriques. Ils sont très différents les uns des autres dans leur conception et dans leur esprit. Je vais les séparer en 4 générations. La génération 1, ce sont les Zoé ou Leaf, voire même les GM EV1 ou Tesla Roadster. Ces autos sont objectivement des niches de marché. Elles sont peu efficientes et leur rapport prix-prestation n'est pas très bon. Elles sont toutefois un maillon essentiel de la chaîne de progrès de cette technologie, tout comme l'étaient les premières machines à laver, les premiers réfrigérateurs ou tout autre produit technologique qui est aujourd'hui dans notre quotidien. Elles ont été des démonstrateurs pour la suite et ont permis de tâter le terrain pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. La génération 2, ce sont les Tesla Model S et X, mais on trouve aussi dans cette catégorie les NIO, Porsche Taycan, Mercedes EQS et bien d'autres. Ce sont des autos à l'autonomie suffisante pour leur usage et permettent de voyager grâce à des réseaux de charge rapides sans trop de soucis. Elles ont atteint des performances en adéquation avec les usages, mais ne sont pas optimisées. La génération 3, ce sont les voitures plus adaptées aux besoins et au budget de la majorité des personnes. La MG4, le Kia e-Niro ou les ID3, mais aussi les Tesla Model 3 ou Y font partie de cette troisième génération d'autos. Elles ont des prestations suffisantes pour faire globalement la même chose que les générations 2, mais à moindre coût. Enfin, la génération 4 sera celle des autos qui arrivent. Plus efficientes, plus durables, elles vont permettre à la voiture électrique de devenir la norme, mais aussi de faire un bond technologique aussi grand que la voiture électrique par rapport à la voiture thermique. Dans cette catégorie, on trouvera certaines voitures, dont l'Aptera ou la Lightyear, solaires toutes les deux, et ce n'est pas un hasard. Commençons par l'Aptera. Conçue autour d'une coque composite recyclable incluant déjà des matériaux recyclés et des composants aluminium, elle est légère et très efficiente. Avec 3 moteurs roues, elle peut parcourir 650 km avec une batterie de 42 kWh. Si on considère une durée de vie du pack de 1500 cycles de charge-décharge avec une chimie nickel, manganèse, cobalt et pas de contrôle thermique actif, l'auto pourra parcourir près d'1 million de kilomètres avant de devoir changer la batterie. Cela veut dire qu'1 kWh de batterie permettra de faire un peu plus de 23 000 km, soit 2 fois plus que ce même kilowattheure ne durera dans une Tesla Model 3, mais aussi 3 fois plus que dans une Zoé, une ID3 ou une 208 électrique. L'efficience de l'Aptera permet d'économiser de l'énergie, mais aussi des matériaux. C'est double bonus.
Mais pourquoi tout le monde ne fait-il pas pareil alors? Eh bien parce que pour arriver à un tel résultat, il faut faire de gros sacrifices à l'usage. L'Aptera est une bonne seconde voiture, mais ne dispose pas d'assez de place pour mon usage par exemple, ni d'une charge rapide pour les longs trajets, chose que je fais souvent. De plus, elle ne dispose pas de structure d'entretien élaborée en Europe, et son support client est très minimal. L'Aptera est intéressante en termes de concept, ou pour un usage limité, mais pour une vraie familiale, il fallait quelque chose de différent. Lorsque Lightyear a annoncé sa Lightyear 2 au CES de Las Vegas en janvier dernier, j'ai compris que c'était le modèle que j'attendais pour mon usage personnel. Le petit constructeur néerlandais est tout jeune, mais ses dirigeants ne sont pas novices en matière d'efficience, et ce grâce à une raison qui les a conduits à devoir faire mieux que tout le monde, le World Solar Challenge. Depuis 1987, des équipes de designers en herbe s'opposent dans une course de voitures solaires dans l'outback australien. Ces courses de 3000 km n'autorisent d'utiliser que la puissance du soleil pour rallier l'arrivée. En 2013, la course change de formule et propose de faire concourir des autos solaires plus utilisables. C'est la Stella, voiture à 4 places de l'université d'Eindhoven, qui remporte sa classe. Puis, dans les années qui suivent, Trust le haut du podium avec ses évolutions. Un peu plus âgés et diplômés, les créateurs de Stella se sont dit qu'ils pourraient encore faire mieux en proposant cette fois de vraies voitures électriques solaires pour le public. Et Lightyear était né. Ils ont alors conçu la Lightyear One, qui est devenue zéro en entrant en production pour quelques mois seulement. Horriblement chère, elle n'était qu'un démonstrateur, mais les choses sont allées beaucoup plus vite que prévu lors du teasing de la seconde voiture. Des dizaines de milliers de commandes ont afflué, et il devenait évident que continuer à produire la zéro consommait des ressources qui seraient utiles pour la 2. Ils ont donc tout misé sur celle-ci. Comme l'Aptera, la Lightyear 2 a pour atout sa légèreté et son aérodynamique, afin de tirer les consommations vers le bas. En partant de la référence établie par la zéro, on peut présumer une autonomie de 500 km environ et avec une batterie de 50 kWh, qui est fabriquée à partir de cellules cylindriques, format qui a ma préférence pour la durabilité. Je pars cette fois-ci sur une durée de vie de 3000 cycles. En effet, comme pour ma Model S, la batterie est gérée thermiquement. Et selon les données dont on dispose à ce jour grâce à des tests expérimentaux et des retours d'utilisateurs, les cellules d'une Model S ont au moins 3000 cycles de durée de vie. Je pourrais donc parcourir 1 500 000 km avec la batterie de la Lightyear 2, soit 30 000 km par kWh de batterie produit. Et là, on est très bon dans la durabilité. Même meilleur que l'Aptera avec de meilleures performances et pourtant une efficience un peu moindre. Les Lightyear font également appel à des moteurs roues, ce qui présente l'énorme intérêt de ne pas nécessiter d'entretien mais aussi d'économiser poids et quantité de métaux nécessaires. La structure est en aluminium facilement recyclable et la carrosserie est en composite, également recyclable et incluant des matériaux recyclés. La voiture est simple et économise tous les matériaux pour une voiture, certes moins puissante que ma Tesla, mais tout aussi utilisable au quotidien. Son autonomie et ses 5 places me permettront de l'utiliser comme une autre auto, surtout qu'elle est équipée d'une charge rapide. Voyager avec elle ne sera donc probablement pas un souci. Déjà là, sans parler des panneaux solaires, l'auto coche toutes les cases pour moi. Mais bon, l'énergie solaire est indissociable de la marque car c'est elle qui a poussé ses ingénieurs dans leur dernier retranchement. En effet, les panneaux solaires génèrent peu d'électricité et demandent donc qu'on utilise cette électricité au mieux si on veut que ce soit utile. Avec une consommation de 10 kWh au 100 km en moyenne, voyons combien la Lightyear 2 pourrait recharger d'autonomie en moyenne par jour. Aptera annonce 700 Wh pour ses panneaux. Simulons la Lightyear avec le même type de puissance. En Alsace, je peux espérer produire 927 kWh par an pour 1 kW installé. Mais ça, c'est pour une installation fixe qui est installée au mieux dans des conditions idéales. J'ai fait cette simulation sur le site Autocalsol qui est à mon avis l'un des plus précis à ce jour car il est fait par l'INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire. Pour ma voiture, qui sera parfois à l'ombre ou garée dans des endroits peu propices, voire en souterrain, je prends comme estimation 300 Wh pour mes calculs et j'obtiens 280 kWh par an ou 0,76 kWh par jour, soit 7 km 6 d'autonomie. Ouais, pas terrible quand même, hein. C'est pas avec ça que je pourrais faire des déplacements quotidiens, mais en fait ce n'est pas le cas. Je me déplace de manière sporadique. Par contre, en cumulant, ce sont tout de même 2800 km gratuits que je pourrais parcourir chaque année. Et c'est plutôt pas mal. La voiture solaire jette donc les bases d'une automobile durable en faisant l'économie de l'énergie et des métaux pour tirer le meilleur parti de chacun. Et ainsi, de réduire notre impact sur l'environnement sans même perdre en mobilité ou en liberté.
Voilà pourquoi la voiture solaire aura un impact sur toute l'industrie automobile dans le futur. Enfin, pas toutes les voitures solaires, hein. Quoique. Prenons l'exemple de la troisième voiture électrique solaire qui tente de faire son chemin vers la production, la Sonotion. Celle-ci est encore plus conventionnelle que la Lightyear et à des années-lumière, sans jeu de mots, des deux autos que je viens d'évoquer. Sa forme est on ne peut plus classique et se présente comme un monospace compact. Niveau aérodynamique, elle ne peut rivaliser avec ses deux concurrentes. Et ça se voit, hein. 305 km d'autonomie WLTP pour une batterie de 54 kWh, c'est aussi mauvais que les pires voitures électriques de première génération. Avec sa chimie LFP qui peut offrir 2500 cycles de charge-décharge, elle fait tout de même un peu mieux que celle-ci avec une durée de vie d'environ 765 000 km, soit un peu plus de 14 000 km par kWh de batterie. C'est un peu mieux que maintenant, mais très loin des performances de la Lightyear ou de l'Aptera. Elle a beau être relativement légère et économe en matériaux, elle fait appel à une motorisation classique et n'innove pas sur ce point. Reste son système de recharge solaire. Contrairement à ses concurrentes, la Sono est tapissée de panneaux, même sur ses flancs ou sa face arrière. Le problème ? Le soleil ne brille que depuis une seule direction et nombre de ces panneaux latéraux seront souvent dans l'ombre et donc totalement inutiles. Le rendement global de l'installation sera plus faible que pour l'Aptera ou la Lightyear 2. Pour bien fonctionner, ce système demandera à la voiture d'être souvent garée dans une situation idéale. Et c'est un peu pour ça qu'elle a été faite d'ailleurs. Si l'Aptera et la Lightyear sont des voitures faites pour rouler, la Sono doit plutôt être vue comme un système de recharge solaire qu'on peut utiliser parfois comme une voiture. Elle permet une recharge bidirectionnelle et peut décharger sa batterie dans une maison à une puissance de 11 kW en triphasé ou 3,7 kW en monophasé via une prise domestique. C'est bien pour disposer d'une solution de secours en cas de coupure de courant. Et le nombre des panneaux utilisés par la Sono pourrait bien être plus efficace au final qu'une Lightyear dans une telle situation. En revanche, utiliser la Sono comme batterie additionnelle pour sa maison ou pour le réseau, c'est un usage intensif. Et ça va mettre énormément de cycles à la batterie, qui verra sa durée de vie sensiblement réduite. La Sono n'est donc pas l'exemple à suivre pour la voiture du futur, mais elle donne déjà des clés pour des systèmes de secours, afin de soutenir l'alimentation électrique d'un foyer, par exemple. Même si on peut faire mieux. En effet, la Lightyear 2 sera capable aussi de redonner du courant depuis sa batterie, mais probablement pas autant de puissance que la Sono. Mais en fait, c'est pas très important. Si vous avez une installation solaire en autoconsommation chez vous, que croyez-vous qu'il se passera lors d'une coupure de courant ? On imagine souvent qu'en réduisant sa consommation à l'essentiel, on pourra utiliser ce que produisent les panneaux. Mais en fait, la plupart des installations ne produiront plus rien. En effet, s'il n'y a pas de courant dans le réseau, ils ne peuvent pas produire. Les onduleurs doivent apporter du courant à la bonne fréquence et au bon moment. Le courant alternatif présent dans nos maisons se présente sous forme d'une courbe sinusoïdale. Si les panneaux produisent à la même fréquence mais avec une courbe décalée, il y a au mieux des pertes et au pire une consommation de courant. Donc strictement l'inverse de ce qu'on veut. Si la fréquence n'est pas tout à fait la même, il y aura aussi des pertes et donc une fluctuation d'énergie. C'est pour ça que les onduleurs d'installation photovoltaïque se calent sur le courant du réseau et se coupent si ce courant disparaît. Il y a une seconde raison pratique pour cette limitation. Si on intervient pour de l'entretien sur les circuits de production des panneaux, il faut être sûr qu'on ne prenne pas de coup de jus. Arrêter automatiquement de produire dès que le courant du réseau est coupé permet de sécuriser les panneaux lors des interventions. La Lightyear 2, comme la Sono, vont du coup pouvoir être utiles avec leur charge bidirectionnelle. En cas de besoin, brancher la voiture pour qu'elle donne du courant alternatif à 50 Hz aux onduleurs permet de conserver une production photovoltaïque, même si le courant est coupé. C'est loin d'être suffisant pour alimenter normalement la maison, mais la voiture pourra tout de même assurer l'essentiel la nuit, à savoir l'alimentation électrique d'un poêle à peler, un peu de lumière et la recharge de quelques appareils mobiles. Et pendant la journée, les panneaux pourront faire fonctionner chauffe-eau, plaque de cuisson ou réfrigérateur. Le tout sans même avoir d'autres batteries de stockage que celles de la voiture. Vous savez désormais pourquoi je pense que la voiture solaire est le futur et pourquoi j'ai commandé la Lightyear, même si on n'a pas encore toutes les caractéristiques. La choisir m'inscrit dans une vision durable de ma mobilité et me fait remettre en question toute la gestion que je peux avoir de ma flotte de véhicules. À ce jour, ma Tesla va plutôt bien. Le scooter de madame aussi, et mon Energica, je l'utilise quand il fait beau. Je compte utiliser ces deux roues aussi longtemps que possible, mais je ne pense pas les remplacer un jour.
Lorsque santé et âge ne nous permettront plus d'en profiter, nous nous en séparerons pour rester uniquement sur 4 roues. Reste à savoir quels 4 roues. La Lightyear est un choix durable, donc je pense que si elle est aussi fiable que le promet sa conception, elle restera longtemps dans notre cours. Reste le cas de la Model S et de ma précommande de Cybertruck. Si la Model S est une auto de seconde génération, elle correspond parfaitement à mes besoins. Ses points faibles possibles sont parfaitement réparables et connus, et elle prendra moins de kilomètres que maintenant, puisque j'aurai 2 voitures. Donc pourquoi la changer? Et si je la change, un Cybertruck est-il pertinent? Rouler dans un engin de 2,5 tonnes pour le simple plaisir, ou même pour un usage largement inférieur à celui pour lequel il est destiné, est au final déraisonnable. C'est un peu comme rouler dans un Hummer. Pour ce que je fais de mes autos, ce serait de la frime pure et simple. Et cela ne représente pas ce que je pense ou ce que je suis. J'ai donc annulé ma précommande de Cybertruck, et si ma Model S venait à me lâcher ou à être détruite dans un accident, je la remplacerai par une auto plus en accord avec mes valeurs qu'un pick-up qui a toute sa place dans une entreprise, une ferme ou chez un passionné de chevaux par exemple, mais pas chez moi. Avec les évolutions de Tesla qui vont dans le sens de la génération 4, qui sait si d'ici quelques années, une compacte sportive ne me comblera pas en lieu et place de ma Model S, tandis que ma Lightyear fera le job au quotidien. Et croyez-moi, j'ai de grands projets pour ma Lightyear. Avec cette voiture, ce sont plein de promesses que nous fait le jeune constructeur néerlandais, mais j'ai toujours appris que la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai donc l'intention de rouler beaucoup avec, et pas seulement en France. Venue du Nord, elle devrait supporter les contraintes des régions polaires. Ce qui me fait rêver de road trip en Norvège, au Cap Nord par exemple, ou en Islande, en Écosse, en Finlande. 2 bons gros road trips pour voir ce que cette auto a dans le ventre. Mon rêve serait de faire un live sous les aurores boréales avec des images magnifiques à vous faire partager. Enfin ça, c'est si j'ai de l'internet. Et j'en aurai sûrement. Avec la charge bidirectionnelle, je pourrais accéder à une chose qu'il m'est impossible d'avoir dans ma Tesla. L'internet à haut débit grâce à un terminal Starlink nomade alimenté par la voiture. Je pourrais ainsi vous partager des lives de toutes ces aventures et vous emmener avec moi dans mes voyages. Et ça vaut tous les efforts financiers que je devrais faire pour l'acheter. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.